Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces dédié ce soir à une aventure fascinante, encore très confidentielle et une première pour Grands Espaces, une croisière expédition sur le fleuve Congo au cœur de l'Afrique équatoriale. Alors, comme d'habitude, je vais présenter, doucement afin que tout le monde ait le temps de se connecter. Vous avez tout à fait la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation, à travers l'onglet chat que vous trouverez à droite de votre écran. Et puis, nous ne manquerons pas de revenir sur ces questions que nous le relayerons à la fin de la présentation afin que tout le monde puisse en profiter et que les réponses s'adressent donc à tous. Alors, le bassin du Congo, c'est l'un des plus grands poumons verts de la planète, certains disent même le tout premier. C'est 200 millions d'hectares de forêt, un rôle essentiel pour l'équilibre de notre environnement. Et c'est aussi une région d'une richesse incroyable, parmi les plus fortes au monde en termes de biodiversité. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un territoire encore peu peuplé, avec très peu de routes, donc de vastes zones sont encore intactes. La nature est encore donc, comme de nombreux lieux que nous visitons avec Grands Espaces, c'est une nature encore souveraine, maîtresse des lieux. C'est vrai, hein, chez Grands Espaces, nous aimons proposer des voyages qui ont du sens, des voyages d'exploration où l'on apprend, où l'on observe, où l'on comprend ces écosystèmes. Et cette croisière sur le fleuve Congo que nous avons décidé de vous proposer en 2026 s'inscrit pleinement dans cette philosophie. Vraiment une expérience d'expédition à la fois tournée vers la nature, mais aussi une immersion culturelle, humaine. Pour nous accompagner ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux intervenants passionnés et experts. Tout d'abord, Harold de Martin-Pré, spécialiste du Congo, qui travaille donc avec les expéditions du CREI, qui nous propose cette expédition. Et puis, une petite surprise de dernière minute que nous n'avions pas annoncée durant la présentation du webinaire, mais nous avons aussi avec nous Maxime Barthelme, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, puisqu'il les guide chez Grands Espaces depuis de nombreuses années maintenant, et qui apportera son regard sur le Congo, il y a vécu durant 2 années. Donc, il nous donnera un petit peu son expérience de terrain durant cette présentation. Eh bien, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, Harold. C'est à vous. Merci beaucoup Laureline. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour les expéditions du CREB depuis la création, donc un peu plus de 2 ans. Donc, on a monté tout ce projet pour justement essayer d'explorer cette énorme forêt, comme l'a dit Laureline. Et donc voilà, je vais vous présenter un peu le produit, ce qu'on a travaillé ensemble avec Grands Espaces pour faire un itinéraire qui va dans la philosophie de Grands Espaces par rapport à ce qui est possible là-bas. Donc, pour présenter un peu les expéditions du CREI, en fait, nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est la philosophie de notre entreprise, c'est justement d'essayer d'atteindre des endroits qui sont les plus reculés, là où personne ne va, tout en préservant au maximum la nature et les peuples locaux. Et donc, on a lancé notre toute première croisière en mai 2024, donc c'est encore très récent. On a à peine plus de 500 personnes qui sont allées jusque-là, qui sont allées là en 2 ans, donc ça reste encore un endroit très reculé, très peu de gens vont, et qui reste absolument magique. Et tout ça, ça a été créé par monsieur Nicolas Ducret, qui lui est un explorateur au long cours, qui a, pour mettre en perspective, il a quand même fait 3300 kilomètres à cheval à travers l'Asie centrale et 25 000 kilomètres, non, ou 18 000 kilomètres, oui, c'est ça, à vélo à travers le monde. Et en fait, il a vu il voulait en fait traverser le bassin du Congo à pied. Il a appris que, bah, non, en fait, ce n'est absolument pas possible. C'est un territoire très vaste, très humide aussi et en fait, bah, assez dangereux, si on c'est les animaux qui règnent, donc on peut pas trop se balader la nuit, avec des éléphants autour. Donc il faut, malheureusement, la meilleure façon
d'explorer cette région, eh bien, c'est par les voies fluviales, d'où le projet est lancé. Et un peu revenir sur ce que disait Laureline, en parlant de cette forêt, c'est on voit cette énorme tache verte au milieu de l'Afrique et pourtant très, très peu de gens y vont. On a cherché un peu à savoir combien de visiteurs allaient dans cette forêt qui est quasiment aussi grande que l'Amazone, mais encore moins exploitée. Et on pense qu'il y avait, avant qu'on arrive, entre 1200 à 2500 visiteurs sur un territoire sur 6 pays différents. Donc c'est quand même très, très, très peu pour un territoire aussi vaste. Et pour mettre les choses en perspective, on a comparé avec l'Ouganda parce que beaucoup de gens, vont en Ouganda pour voir les gorilles et ils en ont à peu près 300 000 visiteurs par an alors que nous, on a très, très peu. Donc voilà, donc on est arrivé dans cet endroit complètement pionnier. On a mis beaucoup de temps et d'énergie à trouver, les endroits où on peut aller, rencontrer les communautés locales, heu, évaluer l'intérêt que ces communautés avaient de développer le tourisme, qui est très fort, c'est sûr, mais il a fallu expliquer déjà le concept d'un touriste à beaucoup de ces personnes-là, puisque dans les endroits où on va aller, il y a des villages qui n'ont pas vu de blanc depuis 20-25 ans avant qu'on arrive. Et les derniers blancs qu'ils ont vu voir, c'était des gens qui cherchaient plutôt à trouver des exploitations plutôt que des touristes. Et donc voilà, et le bassin du Congo, donc c'est un très vaste territoire qui a, comme disait Laureline tout à l'heure, une biodiversité exceptionnelle. On y trouve des gorilles de plaine, bien sûr, et c'est la plus grande concentration d'ailleurs de gorilles au monde, se trouve dans le bassin du Congo. Seulement 5% des gorilles se trouvent en Ouganda au Rwanda. Et on a aussi bien entendu des chimpanzés, des bonobos. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier, de cette zone, et d'ailleurs, on a travaillé avec, Grands Espaces pour s'assurer qu'on puisse, aller voir ces primates phénoménaux. Ils sont les plus proches des humains. Je crois qu'on partage 97,5% de leur ADN, hem et ils sont endémiques à la RDC, donc on va juste pouvoir traverser, enfin se mettre de l'autre côté du fleuve Congo pour aller, pister ces mammifères. Hem, on a aussi les éléphants de forêt qui sont en danger critique d'extinction et puis des hippopotames, des pangolins. Donc on a énormément de biodiversité, une biodiversité très riche et chaque fois qu'une expédition scientifique va dans cette forêt, ils découvrent toujours des nouvelles espèces ou alors parfois doivent reclassifier des espèces qui étaient portées disparues et en fait qu'ils retrouvent dans le Congo. C'est ce qui s'est passé en 2018 quand WWF avait envoyé des scientifiques dans un parc au Congo et qui se sont rendus compte que le singe qui s'appelle le colobre rouge de Bouvier, qui était dans la liste des animaux disparus, en fait était tout à fait là, présent et se portait très bien. Et donc, c'est cette forêt qui est absolument énorme, vaste, mais très, très peu visitée, très, très peu connue. On continue et ce qui est intéressant dans ces forêts aussi, ce sont bien entendu les gens qui y habitent. On a parmi les plus vieilles civilisations du monde, les pygmées notamment, qui vivent dans ces forêts, et une diversité assez importante. Ce sont des sous-groupes, on a les Bantous et les Pygmées, donc on a beaucoup de sous-groupes de ces tribus principales, mais chaque sous-groupe a quand même une culture assez distincte parce que pendant très longtemps, la seule façon d'aller d'un village à un autre, c'était par des voies par des voies fluviales et donc se sont quand même bien développés un peu de leur côté, chaque fois, même s'ils ont, des langues communes et encore pas tout à fait, pas toujours. Hem, ils ont quand même des traits culturels assez différents. Et l'intérêt, enfin un des piliers des expéditions du CREI, c'est d'aller au plus proche, de ces peuples, aller à l'encontre de ces peuples et d'avoir un vrai échange. Parce que ça, c'est important pour nous. On préfère ne pas, juste visiter un village et prendre des photos et faire un village carte postale, mais on veut vraiment qu'il y ait un échange qui se crée, entre les 2 cultures, entre les occidentaux et les locaux et la meilleure façon de le faire pour nous, c'est de s'engager dans des activités, de faire des activités communes.
et ça permet tout de suite de casser la glace et d'avoir vraiment une, un échange intéressant. Et ils sont très curieux aussi de nous parce qu'encore une fois, il y a très peu de gens qui viennent les voir, enfin à l'extérieur d'étrangers qui viennent les voir. Donc l'accueil est toujours très gratifiant, très intéressant et se passe toujours enfin, avec beaucoup de joie et de bonne humeur, on va dire. Et voilà, donc notre bateau s'appelle le Princesse Ngalessa. Il fait 50 mètres de long par 11 mètres de large sur 4 ponts. On a 600, mais ah oui, et on prend seulement 28 passagers, donc ça reste très exclusif. C'est surtout qu'on a beaucoup d'espace et de confort pour les passagers. On a à peu près 600 mètres carrés d'espace commun et on se base sur un standard à peu près de 4 étoiles. On a, donc comme je disais, oui, 600 mètres carrés d'espace commun, une grande salle à manger dans laquelle aussi on fait des conférences. Régulièrement conférences et présentations. On a un pont d'observation tout en haut qui est avec des transats, mais aussi un bar, bien entendu, où on peut avoir son petit cocktail du coucher du soleil. Et en fait, il y a tellement d'oiseaux dans cette région que pour voir des oiseaux, il suffit souvent de juste se mettre sur le pont d'observation et on peut voir déjà beaucoup d'oiseaux. On fait des excursions tous les jours. Tous les jours, on va sortir du bateau. On a des bateaux annexes qui sont on en a 3. Ce sont des bateaux qui sont très confortables, mais aussi très rapides et ce qui permet du coup d'avoir une très grande flexibilité sur nos activités. Parce que le bateau doit aller d'un point A à un point B tous les jours, mais les excursions, en fonction de la dynamique du groupe, en fonction de si vous avez des professionnels de photographie qui veulent rester un peu plus longtemps pour prendre la photo parfaite, mais d'autres qui préfèrent rentrer au bateau. On peut tout à fait faire ça parce que justement, on a ces 3 bateaux-là et on peut laisser passer le bateau et le récupérer très facilement. On a aussi 21 membres d'équipage pour 28 passagers, donc on a un ratio très élevé pour toute la qualité de service. La nourriture à bord, on a de très bons retours. On sert en fait de la fusion, on va dire, donc on va dire de la cuisine européenne avec des plats africains ou des touches africaines dedans. Et nous avons aussi des kayaks pour ceux qui aiment bien faire du kayak. Et voilà. Et donc notre expédition, donc on va partir de Brazzaville. On va remonter. Alors je peux pas, je suis avec mon téléphone, je peux pas pointer sur la carte. Mais donc on part de Brazzaville, on va remonter le fleuve Congo. On va aller visiter le village de Ngabe, qui est le village où se situe la reine du peuple Téké. Le peuple Téké est très intéressant parce qu'en fait, c'était un des plus grands royaumes de l'époque. Petite parenthèse d'histoire, mais pendant le commerce triangulaire, les Européens achetaient les esclaves à Pointe-Noire du peuple Téké. C'est le peuple Téké qui les vendait. Bon, ce n'est pas forcément une histoire sympa à raconter, mais c'est pour montrer l'importance de ce royaume. Et outre petit fait d'histoire intéressant, c'est que pendant l'occupation nazie, la capitale de la France libre était Brazzaville. Et c'est un accord qui a été signé avec la reine du peuple Téké, qui est la petite fille de la reine actuelle. Donc on va aller voir, on va aller rencontrer cette fameuse reine et on va assister à une danse très célèbre pour eux, qui est une danse qui s'appelle Kébé Kébé, qui est une danse pour honorer les ancêtres. On va remonter après encore le fleuve Congo et c'est là qu'on va traverser le fleuve, on va s'arrêter de l'autre côté, petite excursion, donc une petite heure de piste et on va arriver dans le camp de Montboutour et de là, nous allons pister ces fameux bonobos. Puis nous allons passer une nuit en campement et on va revenir au bateau, puis continuer notre remontée. On va arriver à Likenze, qui est un village très particulier de pêche, particulier dans le sens où j'ai fait pas mal de voyages et j'ai déjà vu beaucoup d'endroits où ils utilisent des nasses pour pêcher. Mais là, ils ont un niveau, un niveau supérieur. Ils ont énormément de nasses différentes en fonction du poisson, de la saison, de où est-ce qu'ils vont le pêcher. Et elles sont extrêmement bien faites.
On apprend aussi pour ceux qui veulent à jeter le filet épervier. Encore une fois, dans la démarche de casser la glace, d'avoir un vrai échange avec les communautés locales. Hem, donc ce genre d'activité. On va remonter un petit peu d'ailleurs sur le fleuve Sangha, qui est assez réputé, ce fleuve Sangha. Alors malheureusement, il est très peu navigable, mais il a beaucoup été emprunté, à l'époque par tous les grands explorateurs qui cherchaient à rejoindre Brazzaville au Tchad. Donc ils devaient passer par là. Donc c'est un fleuve qui est assez connu, la Sangha. Puis on va redescendre et là, on va s'engouffrer dans l'Alima. Et l'Alima, c'est cette petite rivière que vous voyez partir sur le côté, qui est une rivière, on a l'impression que c'est court, mais en fait, cette rivière est très sinueuse, elle est assez étroite, elle est entourée de jungles très denses et de forêts inondées. Elle est absolument magnifique et c'est là autant le Congo peut être très, très large, juste avant d'ailleurs de rentrer dans la Lima, le Congo fait jusqu'à 10 kilomètres de large avec des îles, autour, enfin des îles, à moitié inondées, au milieu. Donc on a l'impression d'être complètement entouré d'une vaste étendue d'eau. Puis après on s'engouffre vraiment dans la forêt, une forêt très dense, entourée de jungle avec des petits villages un peu à droite à gauche, que l'on va explorer. Et donc, on va pouvoir rencontrer ces villages très reculés, apprendre sur la pharmacopée, voir aussi leur danse qui est toujours intéressant et ce genre de choses. Et donc, on va partir aussi avec des bateaux à moteur pour s'engouffrer dans des encore plus petits rivières pour voir les oiseaux euh, et d'autres animaux. Puis on va rejoindre Oyo, qui est une ville assez importante. C'est d'ailleurs là où vit le président. Il est plus souvent à Oyo qu'à Brazzaville. De là, nous allons redescendre par la route jusqu'à Brazzaville en nous arrêtant à Lesio Luna. Et Lesio Luna, c'est un sanctuaire de gorilles. Pour ceux qui connaissent, c'est l'institut Demen Aspinal, qui est assez réputé pour les travaux qu'ils font dans la réhabilitation d'animaux sauvages un peu partout dans le monde. Et donc là, en fait, ce sont des gorilles qui ont été rescapés du braconnage ou des eaux qui ne pouvaient plus s'en occuper. Ils sont amenés sur 2 îles au milieu de cette rivière, où ils sont réhabilités à la vie sauvage, puis relâchés dans la réserve juste derrière. Donc ils ont déjà relâché une cinquantaine de gorilles depuis leur activité. Donc c'est un projet qui marche très bien, qui est très bien fait. Et surtout, ça nous permet aussi de voir des gorilles dans leur habitat naturel, mais très proche. C'est un peu, enfin, ça permet par rapport à d'autres pistages où on va les voir un peu loin à travers les feuillages, là, en fait, on va s'approcher d'eux par bateau. Alors, on va rester sur le bateau, on va les voir depuis la berge, mais à seulement quelques mètres. Puis on va arriver à Brazzaville et c'est de là que donc on va prendre un avion pour arriver à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, on a choisi ces dates justement avec Grands Espaces parce que c'est la période où les baleines remontent le long de la côte africaine. Et donc, on va embarquer sur des bateaux pour aller voir les baleines de plus près. Et le lendemain, pour finir, on va aller voir un sanctuaire de chimpanzés qui est de l'Institut Jane Goodall, aussi un très bien institut assez réputé. Et pareil, donc sur ces îles, on va pouvoir s'approcher de très près. Parce que pour ceux qui connaissent, les chimpanzés peuvent un petit peu être compliqués à approcher dans la nature. Ce sont pas des animaux un peu dangereux à l'état sauvage. Et donc là, on va pouvoir les approcher vraiment près et de façon tout à fait sûre. Et voilà, donc ça, c'est à peu près dans les grandes lignes, notre voyage. On a travaillé avec Grands Espaces pour s'assurer que ce soit, on ait vraiment les plus belles choses à faire du pays, qui rentrent dans l'esprit aussi de Grands Espaces, pour ces découvertes et ces visites. Voilà quelques photos, vous pouvez voir. On voit là, en haut à droite, par exemple, ça c'est sur le fleuve Congo. Ils appellent ça les baleinières. Ce sont ces énormes embarcations. Vous avez un bateau pousseur qui pousse énormément de barges, qui peuvent faire ça peut quasiment faire des centaines de mètres de long et qui transportent véhicules, vaches, moutons, tout ce que vous voulez.
et qui remontent donc là, ils partent de Kinshasa et remontent parfois jusqu'à Kisangani en RDC. Donc en fait, on va les voir passer euh, à l'endroit avant de bifurquer sur la Lima. On va pouvoir voir ces embarcations assez impressionnantes. On va voir aussi des hippopotames, vous voyez, et puis la petite photo en bas, là, vous voyez le kayak dans la rivière depuis la Lima. Et voilà. Et en fait, bon, ça c'est un peu pour résumer, mais et pour revenir encore sur le fait de voyager dans cette région, déjà, c'est un endroit qui est vraiment inaccessible, enfin, il y a très peu de gens qui passent, qui peuvent voyager, qui ont l'opportunité de faire ce voyage. Et donc, c'est de faire partie de ce petit groupe de privilégiés qui ont vu, qui ont pu aller dans ces endroits-là. Et on fait vraiment très attention à l'impact qu'on a avec les peuples autochtones. Et aussi, votre visite a un impact direct sur les efforts de conservation, puisque une grosse partie de notre chiffre d'affaires va dans les efforts de conservation. Et puis voilà, notre philosophie, je viens de la résumer, mais voilà. Ah, vous voyez en bas à gauche, ça c'est le sanctuaire de Lesioluna, justement. Un exemple. Alors les gorilles changent régulièrement quand ils sont relâchés dans la réserve derrière. Donc ce ne sera pas celui-là, mais vous en aurez d'autres. Et voilà pour moi. Merci Harold, pour cette présentation et puis, voilà pour ce voyage, hein, qui correspond tout à fait, comme on l'a dit, hein, à notre philosophie. On est plutôt une philosophie assez commune dans la manière d'explorer et de découvrir, eh bien, ces belles régions du monde. Alors, ce que je propose peut-être, avant de passer à la présentation de Maxime, comme il y a des questions un petit peu spécifiques au voyage, peut-être que je les relais maintenant et puis on fera Mhm. peut-être une deuxième session de questions à la toute fin. Oui, Il y avait une question à propos de l'observation des bonobos. Est-ce que la randonnée pour l'observation des bonobos est plutôt facile ou plutôt difficile? oui, c'est une très bonne question. Alors, les bonobos, ce sont clairement notre activité la plus aventurière. Donc, au maximum, il nous est arrivé, alors c'est pas toujours, hein, parfois on est chanceux, mais il nous est arrivé de marcher jusqu'à 2 heures pour aller les voir. Ça reste des animaux sauvages, ils sont habitués certes à la présence humaine, mais ils se déplacent quand même assez vite dans les arbres. Donc on a pu, je dirais, si on fait une moyenne, il faut compter à peu près 1 heure de marche. Ça a pu être beaucoup moins. Parfois, ils sont descendus de la piste, ils sont rentrés en forêt et 10 minutes plus tard, hop, il y a le groupe. Donc ça dépend tout à fait. C'est un terrain qui est relativement plat, donc on ne va pas monter, descendre des montagnes comme on pourrait le faire en Ouganda, essentiellement en Ouganda et Rwanda, où on doit monter parfois. Donc la marche est relativement simple de ce point de vue, il n'y a pas trop de dénivelé. Mais ça peut être une marche longue dans des forêts. Bon, on est quand même dans une forêt tropicale, donc il fait assez chaud et humide. Mais en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. Merci pour cette, réponse. Alors, une deuxième question, concernant le confort lors de la nuit, en campement. Voilà, quel genre de confort, pour cette nuit? Hmm. Bon, un hamac entre deux arbres. Non, on a des tentes, nous avons des tentes safari qui sont suffisamment grandes pour se tenir debout et larges. On a deux lits de camp confortables avec les draps, on a tout ce qu'il faut à tout ça. Et donc c'est des tentes très importantes quand même qui sont confortables. Alors forcément, ça va pas être le même confort que sur le bateau. On reste plutôt, on va dire, dans le terme assez cliché du glamping, si les gens sont familiers avec ce terme. Donc c'est un camping, oui, mais assez confort quand même. Mmh. Lors de cette nuit, par exemple, est-ce qu'il y a l'électricité? Non. Alors, il y a un endroit, oui. En fait, il y a un lieu de rassemblement où bon, là, il y a un peu de lumière, effectivement. Il y a les villageois vont arriver. On a une petite soirée, un grand feu de camp, un peu de danse. On fait venir nos chefs du bateau. Donc, la nourriture sera préparée par nos chefs du bateau.
Et après, dans les tentes, non, on a des petites loupiottes qu'on peut prêter, mais il n'y a pas d'électricité, non. Mmh. Ouais, donc voilà, pour le C'est un vrai campement. j'imagine pour les c'était une question qui a été posée, ça peut, être enfin voilà, important pour, les photographes et tous ceux qui ont besoin de recharger leur matériel, photo et autres, voilà, de prévoir Alors, avant et de prévoir des ouais. il y a un bâtiment à côté, où il y a l'électricité. Alors il faudrait pas que 28 personnes commencent à charger leur batterie parce que je ne sais pas si elles chargeront Mmh. vraiment, mais il est tout à fait possible, oui, de charger des batteries ou ce genre de choses, oui. Ça, par Ouais. contre, c'est possible. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, je c'est moi qui extrapole ce Extrapole la question. mais voilà, ça peut être aussi, Ouais. un intérêt. Enfin, je sais qu'on a beaucoup de photographes qui partent, et donc voilà, ça peut être important, bah, de prévoir de toute façon comme, quand on part en expédition, des batteries de rechange, c'est Mmh. évident, voilà, pour ce genre de nuit. Alors, autre question, est-ce qu'il y aura d'autres sorties à pied, hormis, pour l'observation des bonobos? Et aussi, quelles sont, les températures moyennes, sur le voyage? En tout cas, à cette période. Donc, pour rappeler la période, hein, sur ce voyage, on est, du 22 août au 3 septembre. J'ai pas bien compris la 1re question. Il y aura d'autres expéditions mis à part? Des Va de d'autres sorties à pied, hormis À pied? l'observation. À pied? Ouais. Alors oui, parce qu'en fait, quand on part dans les villages, on est forcément à pied, donc on va pouvoir marcher et les villages sont entourés de forêts, ils sont dans la forêt. Donc oui, oui, tout à fait, on marche, on sort, Mmh. on reste pas toujours sur le bateau pour aller dans une annexe. Non, non, on met pied à terre quand même. C'est le but. On Pour Mmh. rencontrer les gens, il faut marcher. Donc on a des excursions, à terre quasiment tous les jours, oui. En ce qui concerne les températures, on est quand même sur l'équateur. On va être, je crois, à quelques kilomètres seulement de l'équateur, peut-être une vingtaine de kilomètres de l'équateur. Donc, les températures restent quasiment les mêmes tout au long de l'année. Je crois qu'elles varient enfin, à peu près de 5 degrés toute l'année et il faut compter entre 28 à 32 degrés, sachant que dans la forêt, il fait quand même un peu plus doux quand même. Merci. Alors, on avait une question, sur, les cabines, single ou la possibilité de partager une cabine. Donc nous, on a cette politique, donc oui, vous avez la possibilité, hein, de partager, des cabines sur ce voyage et puis après sur, la cabine en individuel, il y a, en général un supplément qui est, 1,3 fois le prix, qui est indiqué, sur notre site et en brochure. Et il y a une dernière question, qui concerne, les déplacements avec une béquille. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est, quelqu'un qui a déjà fait une expédition qui est un peu, voilà, similaire, en Amazonie avec nous, pour lequel ça a été possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible ici au Congo? Alors, en soi, oui. Notre doyen avait 92 ans, par exemple. Bon, il a pas. En fait, c'est notre doyen qui avait 92 ans, on lui a bien expliqué la situation sur le terrain et en fait, il a fait ce qu'il se sentait capable de faire et puis pas le reste et puis il en était ravi. Il y a plusieurs choses. D'abord, les échelles sur le bateau peuvent être assez raides. Je pense notamment pour arriver au pont d'observation. Les marches sont assez raides, donc il faut pouvoir monter ces marches-là. Après, Mmh. une jambe après l'autre, enfin, je dirais, je me comprends, mais ça, justement pas une jambe après l'autre, mais voilà, c'est tout Oui, à en fait en possible. marquant des pauses, quoi. Mmh. Voilà. Donc voilà, il faut savoir que c'est un bateau. Donc les échelles peuvent être un peu raide. Il faut monter et descendre des bateaux à moteur. Alors les marches sont pas très grandes, mais voilà. Mais après, donc on est toujours là pour vous aider. Vous avez toujours un marin qui aide à embarquer et débarquer. Je pense que le plus compliqué sera le pistage des bonobos. Après, il y a 3 groupes, de bonobos habitués et donc ce qu'on fait, bah, d'ailleurs pour toutes nos visites, on scinde, le groupe en plusieurs petits groupes, Mmh. déjà pour pas envahir les villages, mais aussi pour les activités des animaux.
faut toujours essayer de pas trop être trop nombreux, donc on fait toujours des petits groupes. Donc on va scinder le groupe en 3 pour aller pisser ces bonobos. Et donc, il y en a forcément qui vont être plus proches que d'autres, enfin de groupes de bonobos. Donc, il suffira de choisir le groupe qui est le plus proche. Parce qu'en fait, les pisteurs, enfin les trackers, les traquent en fait la veille, enfin constamment en fait. Donc, ils savent à peu près où ils sont quand on parle au petit matin pour aller les voir. Et donc, ils vont nous dire, bah voilà, ce groupe-là, il est plus facilement accessible que l'autre. Donc, on va mettre les personnes. Voilà. Donc je dirais en soi oui, à savoir que ça va pas forcément être évident, à chaque fois. Voilà, mais en tout cas, il peut y avoir des adaptations et puis, voilà, Mmh. prévoir de faire telle ou telle sortie ou pas, quoi. L'avantage, c'est que pour voir les gorilles et les chimpanzés, il y a aucun problème. On peut les voir Parfait. de très près, justement parce qu'on le fait depuis le bateau. Voilà, des observations à bord du bateau prévues, donc ça, Ouais. c'est toujours important de le savoir. Très bien. Est-ce qu'il y a des vaccins à prévoir, pour La ce fièvre jaune. La fièvre jaune est obligatoire et demandée à l'aéroport à l'arrivée et sinon c'est mmh tout. et alors, sur le bateau, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Alors j'ai une version officielle et une version officieuse. La version officielle, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple, Starlink n'a pas signé d'accord avec enfin, ils n'ont pas réussi à trouver un accord entre le gouvernement et Starlink. Donc en fait, techniquement, on n'est pas censé avoir Starlink à bord, mais nous avons Starlink à bord. Donc D'accord, voilà, la version officieuse, oui, nous avons, le Wi-Fi à bord. Officiellement, on ne peut pas le dire. Donc officiellement, on a le Wi-Fi du réseau congolais qui est, plus qu'à désirer, autour des grandes villes, donc à Brazzaville, à Ngabe, à Oyo. Là, on va avoir le réseau, enfin et Pointe-Noire, là, on va avoir le réseau, on peut avoir le réseau national. Mais sinon à bord, nous avons Starlink, oui. d'accord, parfait. Alors oui, il reste alors combien de participants à ce voyage, hein? À bord un maximum de 26 personnes? Avec les qui dit accompagnateur, c'est ça, oui. Ouais. Mmh. Et alors une dernière question, au vu du contexte géopolitique du Congo en ce moment, voilà, est-ce que la situation, est-ce que ce n'est pas trop dangereux de partir? Ah, il faut pas confondre les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza est quand même très stable depuis une trentaine d'années. Il y a eu quelques, je crois que c'était il y a 15 ans environ, il y a eu quelques émeutes, au sud, mais c'était au sud aux élections et il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait pour finalement pas grand-chose. Mais non, non, c'est un pays qui est très stable, qui l'est depuis plusieurs décennies. C'est un pays, il faut savoir aussi qu'ils ont que 14 millions d'habitants, que là où on va, il y a 0 à 2 habitants au kilomètre carré. Il y a plus d'animaux, beaucoup plus d'animaux que d'humains. Et donc, on est très loin de tout problème. Même quand on va juste passer la frontière et aller de l'autre côté en RDC, on est de nouveau encore dans un endroit très reculé, à des milliers de kilomètres de Goma, à des centaines de kilomètres de Kinshasa, au milieu de la forêt. Et donc, il y a absolument aucun, au niveau sécurité, il y a absolument aucun problème. La seule chose peut-être à vérifier, c'est votre assurance voyage, mais il y a beaucoup d'assurances voyage qui couvrent, les endroits où on va. Parfait, merci beaucoup Harold pour cette, présentation. Alors si, il y a d'autres questions qui arrivent, on pourrait y revenir. Je vous propose de passer, avec, l'intervention donc de Maxime qui est avec nous ce soir et qui a eu, la chance donc de vivre, de passer 2 ans donc, au Congo, donc faire, ce petit retour, d'expérience avec nous. Et bien Maxime, je te laisse, la parole. Oui, merci Laurine. Du coup, bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Barthelmé et donc je suis guide et photographe chez Grands Espaces depuis 9 ans maintenant. Je serai d'ailleurs cet été sur la côte est du Groenland et au Spitzberg à bord du Terra Nova au mois d'août, donc pour le voyage Eclipse et le voyage Parc national du Nord-Est Groenland. Et donc voilà, sinon j'habite à Bristol en Angleterre et je suis ingénieur en énergie et environnement. Je travaille principalement sur des champs solaires aujourd'hui. Mais donc voilà, ça c'est une petite photo du Spitzberg.
Mais surtout, c'est donc, comme le disait Laureline, dans une vie passée, une vie antérieure, j'ai travaillé dans le pétrole au Congo. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'habiter à Pointe-Noire entre fin 2013 et puis 2015. Et donc, du coup, toutes les photos que j'ai mises dans cette présentation, c'est des photos que j'ai prises quand j'y habitais. Euh, alors, comme je dis, je suis photographe aussi pour Grands Espaces. Vous allez voir, la qualité des photos, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Il y en a pas mal qui ont été prises au téléphone et avec un téléphone d'il y a 12 ans. Donc, bon, voilà, ça vous donne quand même un aperçu. Mais donc, du coup, je travaillais à la fois sur des plateformes pétrolières en mer et également sur des plateformes à terre dans la brousse. Donc, c'était sympa. En effet, on parlait des éléphants des forêts. On avait des fois des éléphants des forêts qui venaient nous rendre visite. Et puis pareil, bon, je ne vais pas vous parler de mon expérience pétrole pendant des heures, même si ça pourrait être intéressant, mais juste une petite anecdote, parce que j'ai entendu que donc, il y avait la partie baleine, observation de baleines en mer. Donc, pour situer un petit peu, donc une plateforme pétrolière, ça ressemble à ça, offshore, et en fait, en bas de ces plateformes, on a ce qu'on appelle un boat landing, c'est la manière d'amener le personnel sur la plateforme. Et donc, une fois après quasiment donc 1 heure de bateau pour arriver sur cette plateforme, on nous dit à la radio que, on ne peut pas accoster sur la plateforme pour débarquer parce qu'il y avait une baleine qui était pile à l'endroit du boat landing et qui était en attente pour se gratter a priori. Et donc, du coup, on est resté dans le bateau à bonne distance en attendant que la baleine finisse de se gratter et décide de partir au bout d'un quart d'heure. Donc ouais, ça, c'était la partie pétrole. Mais sinon, en tout cas, c'est vrai que le Congo, c'est un très beau pays. En effet, il y a très peu, pour ne pas dire pas de touristes. En plus, moi, c'est vrai que j'y étais il y a 12 ans. Les gens n'avaient jamais croisé de touristes, quoi. Moi, donc je partais régulièrement dans la brousse pour aller sur des sites pétroliers. Les paysages sont absolument magnifiques, hein. C'est une nature qui est luxuriante, des paysages qui sont très variés. Vous allez avoir à la fois un côté qui est très vert, hein, quasiment partout. On est au niveau de l'équateur, c'est vraiment très, très vert. Et qu'est-ce que je veux la slide suivante. Donc, on voit des paysages de plaine assez vallonnés. On va avoir aussi donc, des forêts sauvages, comme vous voyez hein, sur la photo, quand Harold vous dit que c'est très dense et qu'à certains endroits, on ne peut pas y rentrer. C'est vrai qu'à certains endroits, on ne peut pas rentrer dans la forêt. Hein. Le bassin du Congo, c'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde derrière l'Amazonie. Et c'est réellement impressionnant de voir toute cette végétation. On y voit des fois donc, certaines traces humaines, comme cette voie ferrée qui passait à travers cette forêt. Et c'est vrai que le meilleur moyen pour explorer, c'est de passer par les rivières. On peut voir, il y a certains très beaux aussi paysages de delta. Vous avez également des paysages de mangroves. Et c'est vrai que, comme je le disais, des grandes plaines vallonnées qui sont vraiment très belles. Et en plus de ces paysages qui sont à la fois variés et très, très beaux et photogéniques, ce qui, moi, m'a le plus marqué dans mes voyages, en fait, donc j'habitais à Pointe-Noire, mais ça m'arrivait de pouvoir partir sur des longs week-ends dans des endroits beaucoup plus reculés, où, comme le disait Harold, il y a très peu de touristes qui sont présents. C'est vraiment l'accueil des populations. Ouais, c'était un moment où on passait en voiture juste et on a vu un groupe d'enfants jouer au foot sur le côté. Ils ont suivi la voiture, du coup on s'est arrêté pour jouer un peu au foot, et puis du coup les plus petits étaient très fiers d'aller chercher des voitures qui fabriquaient en bois pour jouer, donc avec des volants, etc. Donc les gens vraiment viennent à votre contact. Ça, c'est une photo, par exemple, aussi que j'ai prise. Mais là, quand je vous dis qu'on était au milieu de nulle part, on était au milieu de nulle part. La ville la plus proche, elle devait être à plus de 2 heures de route. Et ouais, il y a juste une case, il y a quelques personnes devant, et puis on s'arrête pour faire une photo donc des bananiers. Et les gens ils viennent tout de suite vous parler, etc. Donc c'est vrai qu'il
il y a un vrai accueil de la part de la population locale. Donc hier, pour préparer cette présentation, je regardais mes photos, je suis retombé sur celle-ci qui me rappelle des bons souvenirs. C'était des enfants qui rentraient à pied de l'école, et ils nous ont fait entre guillemets du stop, ils nous ont demandé de s'arrêter pour les déposer un peu plus loin. Et donc du coup, on a pris tout ce groupe-là avec leur maîtresse, qu'on ne voit pas qui est derrière là, mais dans la benne du pick-up à l'arrière. Et en fait, la maîtresse nous avait dit je taperai sur le toit quand il faudra s'arrêter. En fait, on s'est arrêté presque 10 minutes plus tard, mais au milieu de nulle part, il n'y a pas de village. Et puis du coup, on les a laissés descendre, et puis on lui a dit mais vous êtes où? Puis elle nous dit là, il faut encore qu'on marche un peu dans la forêt, et le village, il n'y a même pas la route qui pouvait les amener dans ce village. Donc voilà, encore une fois, c'est super accueil et rencontre avec les populations qui sont très demandeuses. Voilà, c'était un couple qui allait vendre, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques légumes là, à l'arrière du vélo. Ils allaient vendre les quelques légumes au marché de la ville la plus proche, qui pareil était super loin de là où on était. Et puis voilà, après, des fois, on arrivait dans des restaurants dans la brousse, hein, donc c'est des tout petits buis-buis, et ils font juste la tambouille avec la viande de chasse du coin, qui a été chassée dans les jours qui précèdent. Et pareil, moi, du coup, photographe, forcément, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu la cuisine, il y a peut-être des photos sympas à faire. Et au final, on a fini par cuisiner avec la dame. Et donc, c'est vrai que c'est tout des bonnes expériences. Après, on était avec elle à l'extérieur, voilà, pendant que la petite était en train de moudre le grain, etc. Et les écoles, pareil, très accueillants. Alors, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes où nous, on avait amené des fournitures scolaires avec ma société. Donc, là, forcément, on était accueillis, puis attendus, avec spectacle, etc. Mais de manière générale, c'est vrai que ça nous arrivait aussi de passer dans des villages et que juste, il y a des enfants qui jouent au foot, et puis on s'arrête et puis on joue au foot avec eux, et on passe du bon temps comme ça. C'est vraiment, encore une fois, très accueillant. Bon, la photo suivante, c'est parce que j'ai entendu que vous alliez prendre le vol Brazzaville-Pointe-Noire, que j'ai pris quelques fois, et du coup, vous voyez, c'est un chariot d'aéroport. Vous voyez bien qu'il y a une étiquette colis sur la boîte, mais en fait, c'était des poules. Donc, du coup, c'est vraiment une culture sympa. Les gens se posent beaucoup moins de questions qu'en Europe. On met les poules vivantes dans la soute, dans un carton avec des trous, quoi. Donc, si jamais vous y allez et que vous voyez des poules sur les chariots, envoyez-moi les photos, ça me rappellera des bons souvenirs. Et ensuite, du coup, au niveau des villages, pareil, très intéressant. Ça c'est entre guillemets petite ville, puisque c'est une ville de marché. C'est vrai que, donc, comme vous le voyez, il n'y a pas forcément toujours, ou pas du tout, même souvent, de route dans les villages. On peut y rencontrer vraiment une vie calme. Les gens, encore une fois, ils sont très accueillants. Ils voient très, très, très peu de touristes, voire pas du tout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est toujours bien accueillis dans ces endroits. Voilà, on peut voir un peu des vestiges de la période coloniale également. Donc, comme je le disais, les marchés, donc ça a un peu des constructions à peu près récentes et en dur, entre guillemets, mais sinon, après, il y a aussi les constructions en terre, en bois, en tôle. Là, ça permet de faire des belles photos. On voit qu'il y a, par exemple, là, le forum où il y a les gens du village qui se réunissent. Et puis, pareil, une petite photo qui m'a fait rigoler hier en la retrouvant, c'est le cabinet médical. Et si vous regardez sur le mur en dessous, c'est le cabinet médical Jésus t'a guéri, qui m'avait bien plu, à l'époque. Donc voilà, pareil, les visites de village. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai fait pas mal à force de me déplacer dans le pays, et c'était vraiment toujours sympa de se promener dans ces villages, de voir les marchés, etc. Et puis, bien sûr, voyage grands espaces, donc c'est vrai que la biodiversité est toujours importante pour nous, au niveau animalier. Donc, ça, c'est des photos. Alors, c'est pas un endroit où vous allez aller, mais c'est une autre réserve. De toute façon, vous verrez les arbres, il y en a partout, et les singes, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est donc la réserve de Konkwati où j'étais allé. Donc, c'est au nord de Pointe-Noire, et c'est quasiment à la frontière avec le Cameroun. Et donc, du coup, on pouvait voir les chimpanzés. Alors, pareil, pour y accéder,
quand je vous dis qu'on est au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'infrastructure, il n'y a pas de pont, etc. Donc du coup, c'est les voitures sur un bac dont le moteur est cassé. Donc du coup, on utilise la barque à côté pour pousser la barge. À l'époque, hein, c'était vraiment l'aventure. Ensuite, les bateaux à fond plat, je ne sais pas, Harold, si c'est à peu près le même type de bateau rapide dont tu parlais, mais en tout cas, ouais, c'est plus gros. D'accord, oui, c'est vrai que nous, c'était des petits. Mais donc, ouais, des bateaux à fond plat qui permettent de se déplacer sur le fleuve. Et nous, du coup, pareil, on avait campé, entre guillemets, bon, c'est quand même en dur, mais dans des conditions, on va dire, assez rudimentaires, hein. Je crois que j'ai mis l'intérieur du camp où on avait été, nous, donc ce qui n'est pas le camp dans lequel vous irez, mais c'était vraiment des bons souvenirs. Et puis voilà, c'est vrai que le kayak, c'est un super moyen de se déplacer. Comme vous voyez, la forêt est très très dense, quasi impossible de rentrer. Et c'est vrai que le meilleur moyen de voir les animaux, c'est depuis l'eau. Et ça permet vraiment de rentrer plus profondément dans la forêt via les rivières. D'ailleurs, là, si vous voyez mes pieds, je suis dans des traces d'éléphants des forêts. On en a vu quelques-uns, mais bon, ceux que nous on avait vus étaient assez loin, donc j'ai pas spécialement de photos. Mais voilà, puis après des chimpanzés, donc ça c'était un vieux mâle. Là, donc du coup, un chimpanzé vraiment en bord de mangrove. Et puis, pour finir sur les photos, parce que c'est toujours mignon, je vous ai mis un petit qui va chercher une branche pour manger. Donc voilà, en tout cas, mon expérience au Congo, c'est vrai que c'est loin de tout. On est vraiment au milieu d'une nature luxuriante, énormément de faune à observer, des oiseaux, etc., les baleines, les éléphants. Enfin, c'était vraiment une bonne période de ma vie, ces 2 années là-bas. Voilà, merci. Merci Maxime pour ce retour d'expérience et puis pour ces vraiment superbes photos qui rendent bien compte hein, de la richesse des observations possibles et des rencontres possibles au fil du voyage qui permettent de se projeter encore plus. Donc vraiment, merci pour ce témoignage très précieux. Je crois que c'est toujours plaisant hein, pour nous tous et puis pour les participants d'avoir un retour comme ça de nos guides, en plus que certains connaissent. Donc, merci. Écoutez, pour l'instant, pas plus de photos, de questions. Donc, pour revenir hein, sur ce voyage, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un voyage qui aura lieu donc, cette année du 22 août au 3 septembre. Donc, il reste encore des places disponibles à bord du bateau, le Princesse Ngalessa. Donc, n'hésitez pas hein, à revenir vers nous si vous avez, à la suite de ce webinaire, évidemment, des questions. Notre équipe est toujours là pour répondre à vos interrogations et puis pour vous guider au mieux eh bien, dans l'orientation de vos voyages. Est-ce que, Harold, tu voudrais rajouter quelque chose? Pas particulièrement. Écoutez, Pas pour l'instant, non. ouais. Bon, écoutez, merci à tous les deux pour votre intervention. Vraiment, c'est très précieux pour nous tous d'avoir eh bien, ces belles présentations voyage et puis ces reportages photos sur place. Et puis, merci à vous tous, participants, d'avoir été encore nombreux ce soir à suivre cette conférence. C'est toujours un plaisir, vous le savez, pour nous, hein, de nous rejoindre en ligne avant eh bien, de vous rencontrer ou de vous revoir à bord ou durant nos circuits. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à relayer aux proches, à vos amis, à votre famille, les replays de ces webinaires que vous recevrez donc par lien, par mail et que vous retrouverez également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram et puis à parler de grands espaces autour de vous et des explorations
que nous vous permettons de faire chaque année. Merci à vous deux, Maxime, Harold. À très bientôt. Avec plaisir. Et Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au Une revoir. très belle soirée à tous. Au revoir.